Je vais aller rapidement sur les notions historiques de la première description de l'ulcère gastro-duodénal par Cruveilhier. C'est une maladie qui a été très étudiée avec différentes hypothèses physiopathologiques, différents traitements ont été développés et tout cela a été balayé par les études de Warren et Barry Marshall qui ont découvert ou redécouvert un week-end de Pâques une bactérie qui était présente dans l'estomac et qui était responsable en grande partie de cette pathologie. Ils ont été les premiers à décrire la relation entre HP et ulcère, entre HP et gastrite. Ils ont publié ces travaux jusqu'à l'obtention du prix Nobel en 2005. En 2012, il y a une conférence de consensus internationale qui a revu la prise en charge de Helicobacter pylori. Ça a été repris dans des recommandations françaises qui sont sur le site helicobacter.fr, qui est le site du groupe d'études françaises Helicobacter. Il y a 3 points qui ont été développés dans ces consensus. Le premier point, c'est chez qui chercher HP et l'éradiquer, comment le rechercher et comment l'éradiquer. Donc on va commencer par chez qui le chercher et l'éradiquer. Dans l'ulcère gastro-duodénal, la question ne se pose pas. Le fait de l'éradiquer permet d'obtenir une meilleure cicatrisation, il y a moins de récidives et moins de récidives hémorragiques. Dans les troubles dyspeptiques, à l'échelle d'une population, rechercher HP et l'éradiquer, ça permet d'améliorer les symptômes pour un patient sur 12. C'est pas un traitement qui est formidable, et il n'y a pas de traitement qui est supérieur à cela. Dans les médicaments gastrotoxiques, il y a un intérêt chez les patients naïfs d'AINS, chez les patients aux antécédents d'ulcères. C'est moins vrai chez les patients qui sont déjà sous AINS au long cours. Il y a un gain, mais qui est inférieur au traitement par IPP au long cours. Chez les patients aux antécédents d'ulcères hémorragiques qui sont sous AINS, c'est inférieur aux IPP au long cours. C'est un peu moins vrai avec l'aspirine. On n'a pas de notion en prévention primaire chez les patients qu'on va mettre sous aspirine. Les recommandations en clair, c'est de rechercher d'éradiquer HP en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal, de prise d'aspirine au long cours et d'antécédent d'ulcère hémorragique, et en prévention primaire chez les patients naïfs d'AINS. Dans le reflux gastro-œsophagien, il y a une association négative entre HP et RGO, entre HP et Barrett, et entre HP et adénocarcinome de l'œsophage. L'éradication d'HP ne va pas modifier l'évolution du RGO. En revanche, ce qu'on sait, c'est que chez un patient porteur d'HP, la prise d'IPP au long cours favorise la gastrite atrophique. Et donc, éradiquer HP pourrait prévenir ce phénomène-là. Dans le cancer de l'estomac, le rôle de l'HP est maintenant bien connu. Il est décrit comme responsable de 65 à 95% des cancers. Ici, c'est une étude de suivi de patients chez qui il a été découvert un ulcère gastro-duodénal. En pointillé, vous avez les patients qui étaient négatifs pour HP. En ligne pleine, les patients qui étaient porteurs d'HP. Et ça, c'est la courbe de survie sans cancer. Et donc, on voit que clairement, il y a un rapport entre le cancer de l'estomac et HP. Associé à ça, les facteurs favorisants, c'est la présence de lésions prénéoplasiques favorisées par HP, c'est-à-dire l'atrophie ou la métaplasie intestinale, leur degré et leur répartition, avec d'autres cofacteurs. Les sujets à dépister et éradiquer sont donc les patients aux antécédents familiaux au premier degré de cancer de l'estomac, aux antécédents personnels de cancer gastrique, la présence de lésions prénéoplasiques, les gastrites chroniques sous IPP au long cours, les patients originaires de régions à forte incidence de cancer gastrique et les facteurs génétiques prédisposants. Pour le lymphome du mal, rapidement, c'est la première ligne du traitement qui permet d'obtenir 60 à 90% de réponse. Dans les maladies extradigestives, ça a été recherché dans plein de pathologies. Le rôle de l'HP, ça a été évoqué. Ça a été reconnu que dans 3 situations, la carence martiale, la carence en vitamine B12 et le PTI. Deuxième volet, c'est comment le rechercher. Il y a différents tests à notre disposition. Tout d'abord des tests dits non invasifs, c'est-à-dire à l'exclusion de la gastroscopie, avec tout d'abord la sérologie qui, elle, va avoir un rôle uniquement diagnostique. Elle ne va pas nous permettre de vérifier l'éradication d'HP. Pour cela, on utilisera plutôt les tests respiratoires ou les antigènes fécaux, qui sont... donc il faut les faire 1 mois après l'arrêt du traitement éradicateur, 14 jours après l'arrêt des IPP et 14 jours après l'arrêt de tout antibiotique. Parce que le problème de ces tests-là, c'est le risque de faux négatif. Tout ce qui va diminuer la quantité d'HP dans l'estomac risque d'induire un faux négatif à ces tests-là. Deuxième méthode diagnostique, les biopsies endoscopiques, qui ont le même risque de faux négatif que les tests précédents, pour les mêmes raisons.
La première chose qu'on peut faire avec les biopsies endoscopiques, c'est une analyse histologique. Il est recommandé de faire 5 biopsies, donc 2 dans l'antre, 1 sur l'embouchure et 2 dans le corps de l'estomac. Il va y avoir deux intérêts. Ça va être d'abord de dépister HP, mais également de dépister des lésions prénéoplasiques. Deuxième possibilité, le test à l'uréase, mais qui a l'inconvénient de ne pas donner d'informations sur la présence ou non de lésions prénéoplasiques. Et le dernier intérêt des biopsies endoscopiques, c'est également d'évaluer la sensibilité aux antibiotiques d'HP. On verra dans quelle situation. Donc comment l'éradiquer? Initialement, le traitement qui était recommandé, c'est le traitement dit standard, donc l'association IPP-amoxicilline, clarithromycine. C'était recommandé depuis 1997. À l'heure actuelle, on voit qu'il y a une diminution progressive de l'efficacité au fil du temps. Et l'efficacité, le taux d'éradication avec ce traitement-là est aux alentours de 70%. L'objectif, c'est d'avoir un taux d'éradication en première ligne au moins supérieur à 80%. Pourquoi il y a une diminution d'efficacité? C'est qu'il y a une augmentation progressive du taux de résistance de HP à la clarithromycine, qui est passé de 10 à 17,5% en Europe en 10 ans et qui est supérieur à 20% en France. Première alternative au traitement standard, c'est le traitement séquentiel, donc 5 jours d'amoxicilline suivi d'une association de 5 jours de clarithromycine et de métronidazole, le tout sous couvert d'IPP 2 fois par jour. Ça, lorsque c'est comparé au traitement standard, c'est supérieur. C'est également efficace chez les patients, c'est supérieur également chez les patients résistants à la clarithromycine, résistants au métronidazole ou les doubles résistants. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'au fil du temps, toutes les études, lorsqu'elles sont poolées, sont en faveur du traitement séquentiel, mais on voit que la différence au fil du temps s'estompe par rapport au traitement standard. Autre alternative, se dire plutôt que de faire un traitement séquentiel, faire une quadrithérapie concomitante, c'est également efficace, c'est supérieur au traitement standard. Lorsqu'on compare au traitement séquentiel, il y a peu d'études qui le comparent, et ce sont des études où il n'y a pas forcément les mêmes HP que chez nous, notamment le même taux de résistance, mais de toute façon, il n'y a pas de différence entre ces deux attitudes. Autre méthode de traitement qui était prometteur, c'est une trithérapie à base de quinolone, qui permettent d'obtenir un taux d'éradication de 80%, donc ils sont un peu limite pour la première ligne. Et puis, ils sont recommandés uniquement à 30 kg parce qu'il y a une augmentation progressive de la résistance en France de l'HP au quinolone. En 2013 est arrivée sur le marché donc, une quadrithérapie à base de bismuth, Pilera, qui contient donc, bismuth, du métronidazole et la tétracycline dans la même gélule, qui permet, par une action locale du bismuth dans la cavité gastrique, d'inhiber la croissance d'HP, d'avoir une action un peu antiseptique locale. La crainte, c'était l'historique du bismuth, et notamment les encéphalopathies au bismuth. Or, sous cette forme-là, il y a moins de 1% de passage systémique, et les concentrations dans les différentes études ont toujours été inférieures à la dose toxique. Lorsqu'on reprend l'ensemble des études qui ont été faites avec les traitements éradicateurs à base de bismuth, le seul effet indésirable qui est ressorti comme significatif, c'est la coloration des selles en noir. Donc le traitement par Pilera, c'est 3 gélules 4 fois par jour, le tout sous couvert d'IPP matin et soir. Donc il y a certaines contre-indications, notamment l'insuffisance rénale et hépatique. Les effets indésirables, beaucoup sont liés à la prise de tétracycline, donc il faut en informer les patients. Ce qu'il faut leur dire également, c'est que c'est pas toujours bien toléré sur le plan digestif et qu'il faut malgré tout qu'ils tiennent le coup pour avoir une efficacité du traitement. Lorsqu'on la compare au traitement standard, il y a une supériorité d'efficacité. Ça, c'est une étude multicentrique sur 440 patients par première ligne. Il n'y a pas de différence d'effet indésirable. Les taux étaient toujours inférieurs aux doses toxiques et on voit qu'il y a une nette supériorité d'éradication en intention de traiter, et notamment chez les patients bien sûr résistants à la clarithromycine, résistants au métronidazole, les doubles résistants. Ça a également été évalué en deuxième ligne, on obtient des taux d'éradication satisfaisants aux alentours de 94%. Donc en 2014, les recommandations, c'est d'utiliser en première ligne soit le traitement séquentiel avec, on a pensé le fait que dans les études, il semble y avoir une diminution d'efficacité progressive, soit de Pilera, et en particulier chez les patients qui sont allergiques ou qui ont pris les macroïdes de façon récente. En deuxième ligne, on échange, si on utilise l'un, on utilise l'autre. Et en troisième ligne, ce qui est recommandé, c'est d'évaluer la sensibilité aux antibiotiques d'HP. Le plus souvent, c'est fait par test moléculaire ou sinon par culture. Et puis, ne pas oublier les petits moyens qui permettent
d'augmenter le taux d'éradication, c'est-à-dire prolonger l'antibiothérapie, augmenter les doses IPV, adapter les doses d'antibiothérapie au poids, etc. Donc en synthèse de ces recommandations, les indications, c'est de recherche et l'éradication d'HP, c'est l'ulcère, la dyspepsie, les gastrotoxiques, les médicaments gastrotoxiques, la prévention du cancer, l'influence du mal, l'anémie, le PTI, les IPP au recours. La recherche, elle sera en par voie endoscopique pour rechercher également des lésions prénoplasiques associées, et puis le test respiratoire à distance de l'éradication pour vérifier l'efficacité du traitement. Et sur le plan thérapeutique, c'est en première intention, et puis les rares traitements séquentiels. En deuxième intention, on échange, et en troisième intention, on teste la sensibilité aux antibiotiques.